Nous allons parler de la Russie et principalement de sa relation avec l'Afrique. Il est peut-être temps de lever un certain pan de voile sur l'obscurantisme qui accompagne les relations entre l'Afrique et certains partenaires internationaux. Le but ici étant bien entendu d'améliorer notre compréhension des enjeux et des jeux qui structurent la scène internationale. Première chose à relever, la Russie n'est pas nouvelle en Afrique. Certains ont tendance à faire croire que la Russie vient d'arriver en Afrique à la faveur des nouveaux partenariats militaires que ce pays a conclus avec certains pays africains ces dernières françaises et occidentales du Mali. Il faut noter que 95% de l'armement malien était d'origine russe. Vous comprenez bien qu'il y avait plutôt une anomalie, qu'il n'y ait pas une réelle coopération militaire entre le Mali et la Russie. Depuis les indépendances jusqu'à nos jours, je dirais 80%, 95% du matériel militaire est d'origine russe. Les dernières acquisitions que nous avons faites, que ce soit en termes de moyens aériens ou d'autres moyens de renseignement qui sont aussi par là, c'est le matériel russe. On a besoin d'accompagnement. Le Mali ne l'a pas caché. Il travaille avec des partenaires russes, des instituteurs russes, des formateurs russes qui sont là. Mais ce qui importe dans le cadre de cette chronique, c'est de revenir sur ce qu'on peut considérer comme le retour en force de la Russie en Afrique. Et contrairement à ce qu'on peut penser, tout n'a pas commencé au Sahel. La Russie fait son grand retour sur le plan militaire en Afrique, plutôt en République centrafricaine. Le 30 mars 2016, c'est l'investiture de Faustin Archange Touadéra, qui vient d'être élu président de la République centrafricaine. Présent à la cérémonie, le ministre des Affaires étrangères français. Jean-Yves Le Drian, représentant de la France à la cérémonie, annonce, lors de la conférence de presse, tenez-vous bien, la fin de l'opération Sangaris, pour la fin de l'année. Cette force française qui était sur place pour le maintien de la fragile paix. Le nouveau chef de l'État est surpris. On ne lui en a pas parlé. Il est sidéré. Comment va-t-il faire face aux nombreuses rébellions auxquelles il fait face? En retirant ses troupes, il est évident qu'il ne va pas tenir longtemps. C'est un nouveau coup dur pour le nouveau pouvoir. Surtout qu'en face, la rébellion gagne du terrain. Pour éviter d'être à nouveau balayée par une énième rébellion dans ce territoire où elle se multiplie au gré des intérêts minéraliers, pour essayer de conserver un semblant de paix dans ce territoire exsangue qui bat des records de coups d'État, il se rend à Paris dès le mois suivant, le 24 avril 2016, où il est reçu par le président François Hollande. Il lui demande de maintenir absolument l'opération Sangaris. Sangaris demeurera en Centrafrique, je vous l'assure, et nous ferons en sorte qu'il y ait, pour aider les forces centrafricaines, le soutien indispensable et la présence de nos militaires pour vous accompagner dans la tâche d'encadrement de l'armée centrafricaine qui est essentielle pour assurer la sécurité. Après cette belle promesse faite avec toute la solennité dans la voix devant la presse, lorsque le président Touadéra rentre à Bangui, le ministre des Affaires étrangères français annonce, quelques jours après, le 13 mai 2016, la fin de l'opération Sangaris. Dans la foulée, le même 13 mai de l'année 2016, le président François Hollande, dans un voyage éclair et surprise à Bangui, rend visite à ses troupes où il annonce, tenez-vous bien, le désengagement militaire de la France en RCA. Il le justifie par les trop nombreuses interventions des forces françaises à l'extérieur, le Sahel, la Syrie, la Libye, etc. Ma responsabilité de chef de l'État, une fois que cette opération a été menée à son terme, et avec le succès que l'on vient de saluer, alors c'est d'y mettre un terme. Il faut noter qu'un mois et demi plus tôt, il avait assuré le chef de l'État Touadéra du maintien de l'opération Sangaris. Quel respect pour son homologue africain. Dès le mois d'octobre, Jean-Yves Le Drian vient annoncer la fin de l'opération Sangaris. Terminé, fini. Pas de bilan, pas de préparation, pas de remplacement. Démerdez-vous. De guerre lasse, le président centrafricain vient voir pour la dernière fois, le 21 mars 2017, François Hollande, et lui demande, puisqu'il est nu, puisque personne ne peut plus protéger la capitale d'une rébellion qui menace, s'il peut lui fournir au moins de l'équipement pour son armée. Une armée qui fait la risée de tous, puisque pour s'entraîner, pour ses opérations, pour les simulations, ces hommes en tenue font les exercices avec des bâtons. Oui, ils utilisent des bâtons comme fusils, pour toute l'Afrique et le monde. Elles ont tellement circulé sur les réseaux sociaux. Alors pour stopper cette situation ridicule et suicidaire, le président Hollande promet 1500 armes à la RCA.
Touadéra va s'en contenter. Mais ce n'est pas gagné non plus. Lorsque le président Emmanuel Macron arrive aux affaires en France, le président Faustin-Archange Touadéra s'organise pour être rapidement reçu par lui à l'Élysée, dès septembre 2017. Il veut qu'on lui donne les armes promises. Il les attend toujours. Le président Macron l'informe que les armes sont disponibles, mais que leurs livraisons sont bloquées par la Fédération de Russie, qui a émis des réserves au Conseil de sécurité. Rappelons que la RCA est sous embargo depuis 2013 du fait de la grosse crise de 2012-2013. Le président Touadéra se demande alors pourquoi la Russie peut lui en vouloir au point d'empêcher qu'on lui fournisse des armes pour se défendre. Le président Macron lui recommande de solliciter la Russie pour faire lever le blocus, chose que s'empresse de faire le chef de l'État centrafricain dès son retour à Bangui. Il découvre à l'occasion qu'il existe une ambassade de Russie dans son pays. Il convoque alors l'ambassadeur et obtient le contact à Moscou pour solliciter la levée de la réserve émise par Moscou. Lors de la rencontre à Sotchi avec le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov lui explique que la Russie n'a rien contre la RCA, mais qu'elle applique simplement une jurisprudence qui dit que des armes saisies sur un terrain de conflit ne peuvent être à nouveau utilisées, mais doivent être détruites. C'est dans l'application de cette jurisprudence que la Russie a émis des réserves. En gros, à cette occasion, le président centrafricain découvre que les 1500 armes que la France voulait lui livrer étaient des armes qui avaient été saisies. On essayait de les refourguer, de les donner aux soldats centrafricains. Voilà pourquoi la Russie a mis son veto. Dans la conversation, Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, lui demande de combien d'armes il s'agit en fait. Il ne savait pas. Touadéra lui dit 1500 armes. Surpris par la faible quantité, par la ridicule quantité des armes, le ministre lui promet de lui en donner autant, 1500. Amusé, il téléphone alors à son président Vladimir Poutine, qui finit même par décider qu'il va lui en donner le double, 3000. Il est neuve. Content de la moisson, le président Touadéra n'imagine pas que le nouveau veto va venir de Paris cette fois-ci, qui estime que la règle veut que pour livrer des armes à une armée, il faut qu'elle soit d'abord formée à leur maniement. Cette fois-ci, africaine au Conseil de sécurité. C'est ainsi que pour lever la réserve, la Russie propose de mettre à disposition des instructeurs russes pour former les soldats centrafricains sur l'utilisation des armes neuves qu'elle met à sa disposition. Des notifications sont adressées dans ce sens au Conseil de sécurité. La Russie va même indiquer la composition des instructeurs. Tout est donc fait et mis à la connaissance des États membres du Conseil de sécurité. À la livraison des armes notifiées, tous les États membres du Conseil de sécurité accrédités à RCA sont présents. La France, les États-Unis, la Chine, la Russie, le Royaume-Uni via la représentation de l'Union européenne. Voilà comment la Russie entre officiellement en République centrafricaine. Alors il faut dire que Faustin-Archange Touadéra arrive au pouvoir. Visiblement, il n'est pas le choix de Paris. Et Paris décide de le sacrifier. J'ai pas d'autre mot. Faustin-Archange Touadéra est abandonné à lui-même. La République centrafricaine, comme on le sait, est dans le chaos. N'a pas d'armée. Le chemin est simple. Avec le départ de Sangaris, la voie est laissée libre au groupe armé pour venir perpétrer un coup d'État et renverser le dirigeant qui n'avait pas été choisi. Mais seulement, les choses ne vont pas se passer ainsi. Et est prêt à offrir ce que seule la France offrait jusqu'à présent. Il faut relever que pendant plusieurs décennies, la France a fonctionné avec une forme de chantage à la sécurité vis-à-vis de certains dirigeants et de certains pays africains. Étant l'une des rares puissances, l'exemple le plus patent, c'est bien entendu celui du Tchad, où à plusieurs reprises, des rebelles se sont retrouvés aux portes de N'Djamena, et c'est à ce moment-là seulement que la France a décidé d'intervenir. Vers une intervention et sauver à plusieurs reprises le pouvoir de l'ancien président Idriss Déby. Avoir des bases militaires, être présent, fournir de l'armement. Et c'est à ce niveau-là que les autres pays... Ce rappel était pour nous indispensable, pour qu'on se comprenne très bien. La Russie n'est pas en Afrique par philanthropie, par amitié. Non, la Russie est en Afrique, comme toutes les autres puissances étrangères, pour la sauvegarde de ses intérêts. Il s'agit pour les Africains maintenant de faire la part des choses et d'avoir la possibilité, ayant désormais le choix, de choisir avec qui travailler.
C'est dans ce contexte particulier que les nouveaux dirigeants du Sahel vont à nouveau se retourner vers la Russie, dessus de leur partenariat avec notamment, tant pour nous aujourd'hui, avant d'aller plus loin, de comprendre très bien ce qu'il y avait avant. Aujourd'hui, on tente à faire croire que la Russie n'a pas fait mieux ou ne peut pas faire mieux que ceux qui étaient là avant. Alors j'ai envie de dire, il y avait quoi que celui qui était là avant leur arrivée? En d'autres termes, avant l'arrivée de ces puces, ce n'est pas moi qui le dis, les faits sont là pour le démontrer. Nous, Mali, après plus de 10 ans qu'on a passé, avec pratiquement, le pays a été presque un laboratoire, tout a été essayé au Mali. Nous avions toutes les organisations internationales, nous avons tous les partenaires, nous avons tous les pays, nous avons presque toutes les armées du monde qui étaient représentées au Mali. Pendant 10 ans, ça n'a pas donné les résultats escomptés. Et pendant ces 10 ans, presque, on peut dire que notre souveraineté a été bafouée. Parce que d'autres sont venus, ont essayé d'imposer des politiques de domination, d'assujettissement pour pouvoir imposer leur agenda. Avant ce changement de paradigme des pays du Sahel, voilà comment s'entraînaient des militaires maliens, par exemple. Depuis un an, c'est ici que 200 instructeurs de 18 pays de l'Union européenne forment l'armée malienne. Comme je vous expliquais, si l'ennemi est là-haut, je vais me cacher derrière. 10 semaines de cours théoriques. Je ne vais pas me mettre devant, parce que sinon l'ennemi va pouvoir me tirer dessus. Et d'exercices pratiques. Aujourd'hui, Très amusant, n'est-ce pas? Voilà toute cette condescendance qui a caractérisé cette relation entre les pays du Sahel et le monde occidental pendant plus d'une décennie. Des militaires africains. Pourtant, dans les pays du Sahel, il faut noter que l'armée malienne était sous les ordres des armées occidentales, notamment de l'armée française. Les militaires maliens, pour circuler dans le territoire malien, avaient parfois besoin de l'autorisation de la France pour le faire. Ce qui est tout simplement ahurissant. Est-ce que vous savez qu'Assimi Goïta, pour la petite histoire, fait partie des officiers qui ont été bloqués à la porte de Kidal? Ah, les unités spéciales, ils ont pris un EFIS, ils s'apprêtaient à donner l'assaut sur Kidal. Les Français ont bloqué. C'est les soldats maliens qui ont libéré Konna, qui ont libéré Gao, qui ont libéré Tombouctou. Arrivé à Néfis, c'est l'armée française qui leur a barré la route. C'est la mer des C'est réel ça que l'armée française a empêché d'entrer dans Kidal? C'est authentique. Avec quelle explication? Comment c'est expliqué qu'ils ne puissent pas rentrer dans une ville du Mali? Ils se sont opposés par les armes et l'ambassadeur de France qui était là en ce moment, il s'appelait Christian Rouillet, pour avoir dit à son gouvernement, vous êtes en train de faire une faute. Ceux que vous soutenez ne sont pas représentatifs, ni dans la communauté Touareg, ni dans la communauté. Ne vous discréditez pas avec eux. 2 jours après, on l'a relevé. L'autre chose qu'il faut relever, c'est qu'avant, l'armée malienne ne pouvait même pas disposer des armes dont elle souhaitait. Même si les pays avaient de l'argent, on choisissait quelles armes leur vendre. C'est la connivence entre la France et notamment le FLA. On peut se demander quel type de renseignements la France donnait aux autorités maliennes à cette époque-là. Nous pouvons comme ça multiplier des exemples pour montrer ce qui se passait avant. Avril réduit à des petites actions sporadiques, à essayer de faire des blocages. Mais il a fallu, comme on a pu le constater, qu'il y ait une alliance contre nature entre les groupes terroristes et le FNLA, qui était un groupe rebelle devenu terroriste par la force des choses,